Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Dito. On démarre par notre sommaire. Alors, notre aliment de cette semaine est synonyme d'exotisme. La mangue est à l'honneur. Le mois de Ramadan est là, synonyme également de changement d'habitude. Qu'en est-il de notre rendement professionnel? Sommes-nous réellement moins performants? Eh bien, on vous dit tout. Notre femme inspirante de cette semaine est le professeur Wafa Mkinsi, ou la passion pour la rhumatologie. Et puis pour finir, nos reins font parmi les organes les plus sollicités lors du jeûne. Alors comment prendre soin pendant cette période sacrée du Ramadan? On vous dit tout dans un petit moment. Vous êtes les bienvenus. Je retrouve tout de suite mes invités et on démarre. À tout de suite. Merci beaucoup d'avoir choisi Média TV pour vous accompagner. Merci pour votre fidélité. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois et surtout d'accueillir mes invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi aujourd'hui. À commencer par vous, professeur Wafa Mkinsi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik Lalla, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine et pour vous, un squelette en bonne santé pour tous, c'est un droit. C'est comme ça qu'on a intitulé, on va dire, l'interview avec vous, celle qui va arriver dans un petit moment. Ça vous va comme titre? Oui. Un squelette pour tous, un squelette dans un corps, un organisme sain en tout cas, oui. Pour sûrement. tous, absolument. Merci beaucoup d'être là. Alors, en face de vous, Madame Dina Hsissine, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes consultante. Oui, et avec vous, cette histoire de baisse de régime professionnel pendant le mois de Ramadan. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Malheureusement, on n'a pas d'études de terrain, mais on se base sur la pratique des professionnels et sur votre pratique notamment. Donc, on en parle dans un petit moment. Et puis, à côté de vous, celle qui va prendre soin de nos reins pendant cette période-là. Bonjour, docteur Rim Harraqi. Bonjour. Vous êtes néphrologue. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci la pour santé de nos reins pendant le mois de Ramadan. Qui peut jeûner, qui ne peut pas jeûner et quand on jeûne, comment jeûner en bonne santé pour nos reins? Eh bien, vous allez nous dire tout cela dans un petit moment. Mais je vous propose de éveiller vos papilles tranquillement. C'est vrai que c'est pas l'heure, c'est pas le moment, vous n'êtes pas supposé le faire. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées de ftour, des idées de jus, etc. La mangue est à l'honneur aujourd'hui, c'est notre aliment de la semaine, on regarde. Ah, la mangue. Ce fruit exotique qui fait voyager nos papilles. Mais que savons-nous d'elle? Originaire d'Inde, l'histoire de la mangue est intimement liée au bouddhisme. On raconte que Bouddha aimait méditer sous un manguier. La mangue voyage en Malaisie et en Extrême-Orient avant d'être introduite en Afrique puis en Amérique. La mangue est principalement cultivée dans les pays tropicaux, là où il fait beau et chaud. Ses variétés les plus connues sont la mangue Amélie, de forme arrondie, à peau vert-orangé, qui ne contient pas de fibres. La mangue Kent, de forme ovoïde, à peau jaune-vert colorée de rouge foncé. Elle est sucrée et juteuse. Et la mangue Aden, de forme ovale, à peau jaune colorée de rouge foncé. Elle est peu acidulée. Riche en eau, en fibres, en potassium et peu calorique, la mangue améliore la digestion et régule l'appétit. Parfaite pour nos régimes minceurs. Elle stimule notre système immunitaire et contribue à lutter contre l'asthme et les rhumes. Elle est principalement riche en vitamine A et C qui agissent en antioxydants puissants et favorisent la cicatrisation. Mais elle peut aussi prendre soin de notre corps grâce à sa peau utilisable en masque riche et hydratant. Grâce à son parfum délicat, la mangue peut se déguster crue, salée dans un tagine de poulet, dans une salade de fruits ou même en smoothie. Il ne vous reste plus qu'à la savourer et profiter de son bon goût. Alors, Dina Hsissine, notre consultante, vous disiez que la mangue vous a fait voyager, en fait. Absolument. Le temps de cette capsule. Vous êtes arrivé où? Ben, je suis là, hein. Je suis revenue au même endroit, c'est déjà pas mal. Alors, les médecins qui sont avec nous, la mangue, c'est bon pour la santé, docteur Mkinsi? Oui, moi je pense que en fait tous les aliments ont leur importance. Je crois que s'il y a un conseil à donner aux gens, c'est de varier leur alimentation et notamment d'introduire des fruits qui ne sont pas habituels au Maroc, incontestablement. Bien sûr. Qu'on trouve d'ailleurs de plus en plus sur les étalages. Bon, qui ne sont pas donnés non plus, mais...
Oui, mais on peut se permettre des petits plaisirs de temps en temps. Exactement. Docteur Rim Haraki, c'est un bon aliment pour les reins ou pas? Oui, évidemment. C'est vrai? On essaie de trouver le lien avec... Oui, les fruits en général. Bon, même si j'ai vu, il y a des variétés dans lesquelles il n'y a pas de fibres. C'est ça. Mais bon. Mais les fibres, c'est ce qu'il y a de plus important dans les fruits? Oui, entre autres. Non, il n'y a pas que ça. Il y a les vitamines, bien sûr. Bien Les sûr. fruits contiennent des vitamines, beaucoup de vrai. choses, beaucoup d'éléments nutritifs. Bon, on va bosser un petit peu quand même. Oui. Et apparemment, on bosse un peu, on bosse pas très bien pendant le mois de Ramadan. Apparemment, on a une baisse d'énergie. On va vérifier tout cela dans quelques instants, tout de suite. Alors justement, est-ce que le mois de Ramadan est synonyme de baisse de régime professionnel? On en parle avec vous, Dina Sissine, vous êtes consultante. Mais avant, nos équipes ont posé la question aux téléspectateurs qui nous regardent justement. Qu'en avez-vous pensé? On regarde et on revient. Oui, je pense que pendant le Ramadan, il y a une baisse du régime professionnel. Je fais partie de ceux qui, pendant le Ramadan, n'arrivent pas effectivement à travailler au top de leur productivité. Si on travaille pour le compte d'industrie, on est censé à fournir plus d'efforts dans la même durée. Alors c'est un peu dur de garder le même rythme. Pour les gens fumeurs, je ne pense pas. Pour la première semaine, ça va être difficile pour ces gens-là. Mais après qu'elles prennent l'habitude, c'est normal qu'elles vont travailler tout à l'aise, il n'y a pas de problème. Bon, l'énergie, oui, je peux dire, bon, ça sera en fin de journée, oui. Parce qu'on a une petite fatigue, qu'on le sent. Mais durant la matinée, donc le mois de Ramadan, moi je trouve qu'il y a plein d'énergie. Alors dites-nous justement, comment ça se passe sur le terrain, comment ça se passe dans les entreprises, Dina Sissine? Alors, dans les entreprises, il y a une réalité, c'est qu'il y a une baisse de régime, hein, ne serait-ce que du fait que le nombre d'heures de travail est réduit en fonction des contraintes physiques des employés. Maintenant, il y a aussi le fait que cette baisse de régime est principalement due, peut-être pas au mois en lui-même, mais à la culture qui est associée à ce mois. Bien sûr, c'est ça. Donc, du coup, il y a des gens qui tardent le soir, il y a une hygiène alimentaire qui n'est pas correcte. On mange trop de sucre rapide, des plats trop lourds le soir. Donc, tout ça fait qu'on sent que le lendemain, l'employé est fatigué dès le début de la journée. Alors justement, est-ce que, on va dire, il y a un consensus chez les managers pour être moins regardants en termes de rendement et de productivité pendant le mois de Ramadan? Est-ce que c'est tacite, on va dire, c'est pas vraiment annoncé sur le marché, mais on se dit pendant le mois de Ramadan, on sait que l'activité est au ralenti? Alors oui, elle est au ralenti. Il y a une baisse de rythme. Peut-être pas dans la qualité du travail fourni, mais dans le rythme du travail à fournir. Donc c'est assez c'est tacite et même peut-être même explicite qu'on adapte nos ratios, nos indicateurs de performance en fonction du mois de Ramadan. Donc dans certains secteurs, on va dire le mois de Ramadan est le mois le plus performant. Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, on vend beaucoup de choses et donc le mois de Ramadan est le pic d'activité. Mais dans beaucoup de secteurs, le mois de Ramadan est synonyme de baisse de rythme et donc tous les indicateurs vont être revus à la baisse en fonction de cette période. Donc tout dépend aussi des secteurs. Il y a des secteurs où le pic d'activité est le mois de Ramadan, notamment peut-être le secteur de la publicité où il y a quand même un gros pic sur ce mois. Mais les médias aussi connaissent une effervescence pendant le mois de Ramadan en termes d'activité. Donc s'adapter, oui, mais ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Est-ce que, par exemple, en tant que chef d'entreprise, l'excuse, oui, mais vous savez, là c'est Ramadan, c'est pas grave, un employé qui dit ça à son employeur, comment c'est considéré, comment c'est pris? Est-ce qu'on va accepter cette excuse, en particulier pendant cette période de l'année? Non, on ne va pas l'accepter, ne serait-ce que du fait que, à la base, les indicateurs sont revus dans les secteurs qui sont impactés à la baisse, sont revus déjà à la baisse. Donc, si on veut que l'employé fasse X,
c'est X produits, on va parler plus de manière plate, c'est déjà un X qui est moins que X plus quelque chose du mois d'avant. Donc on ne peut pas non plus tolérer plus de baisse de régime que ce qu'on a déjà introduit dans nos chiffres. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on peut accepter une baisse de rythme, mais on ne peut pas accepter une baisse de vigilance, on ne peut pas accepter une qualité moindre. Donc on peut être, je ne dirais pas moins regardant, mais revoir nos indicateurs à la baisse. Mais on va être regardant sur la nouvelle performance attendue, mais on va être intransigeant sur la qualité, la vigilance, etc. Donc charge à l'employé de planifier en amont de manière à ce que sa performance ne baisse pas pendant le mois de Ramadan. Planifier à l'avance, c'est préparer des repas équilibrés même pendant le mois de Ramadan, planifier son sommeil même pendant le mois de Ramadan, le sport aussi. Donc il y a un certain nombre de choses à faire de manière à maintenir les indicateurs de performance, même si ceux-là, dans certains secteurs, sont déjà revus à la baisse. Donc on peut structurellement les revoir à la baisse, mais on ne va pas accepter que les excuses d'un employé qui rattacherait sa baisse de performance au mois de Ramadan. Voilà. Mais est-ce que concrètement, dans les entreprises, est-ce qu'il y a une planification spéciale Ramadan? Est-ce que c'est pris en considération ou ça reste finalement propre aux managers? Alors oui, il y a une planification, ne serait-ce que la revue des horaires de travail. C'est une planification structurelle dans le pays et qui s'impacte de fait sur les entreprises. Maintenant, la planification aussi, c'est d'être réaliste par rapport à la réalité du mois de Ramadan où, même si on planifie, il y a quand même une baisse de régime. Donc, ce qui fait que les entreprises vont avoir tendance à planifier les choses qui nécessitent une concentration intellectuelle en début de journée et de planifier peut-être des choses plutôt d'ordre administratif qui ne nécessitent pas une réelle concentration en fin de journée. Donc il y a des choses qui vont être structurelles, il y a des choses qui sont dans le détail de la planification de la journée. On sait qu'on est beaucoup plus frais le matin, donc on peut se permettre d'être créatif, de travailler sur des études, des rapports, etc. Mais en fin de journée, on va travailler peut-être sur des tâches administratives qui ne nécessitent pas de la concentration. Ça, c'est des choses qui rentrent de manière spontanée dans les pratiques des entreprises pendant le mois de Ramadan. Mais alors, quand on est un médecin, est-ce qu'on peut se permettre ce luxe de différencier les tâches? Un patient est un patient. Lorsqu'il arrive le matin ou il arrive l'après-midi ou en fin de journée, il a besoin de la même concentration, quelle que soit l'heure à laquelle il arrive. Est-ce que le médecin, qui est aussi un être humain, arrive à tenir le coup? Oui, je crois qu'il y a comme disait Madame, je crois qu'il y a des contraintes incontestables chez le médecin, c'est notamment la qualité du sommeil. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à dormir tôt, comme d'habitude. Et en fait, quand on commence très tôt et qu'on est bien hydraté, parce que je crois que je prends la parole à la place de la néphrologue, mais je pense que l'hydratation est capitale. Il faut boire suffisamment, peut-être moins manger, parce que ça, c'est devenu une habitude de trop manger dans nos sociétés au moment du Ramadan. Et en fait, ça vous permet d'être en pleine forme. En fait, parce que toutes les expériences de jeûne, qu'elles soient d'ordre religieux ou d'ordre diététique ou thérapeutique, prouvent que de moins manger, ça apporte un plus dans la vigilance, parce qu'il ne faut pas croire, c'est extrêmement important de continuer à être vigilant grâce à cela. C'est ça. Mais vous, en tant qu'individu, en tant que personne, est-ce que vous avez votre manière de faire pendant le mois de Ramadan pour rester vigilant toute la journée, pour être opérationnel pour vos patients toute la journée? Alors, moi, je dors bien. J'avoue que je ne change pas du tout mon rythme, c'est-à-dire que je dors aux mêmes heures, je me nourris très peu et je m'hydrate par contre beaucoup. Et puis, je crois que surtout, on ne peut pas se permettre de perdre notre vigilance, de perdre notre présence, j'allais dire, intellectuelle et physique dans ces moments-là. Donc, c'est un petit peu ce qui nous fait travailler le plus. C'est ça, exactement. Et d'être performant. Moi, je pense que quand on est médecin, on a eu un entraînement depuis l'entrée en médecine et on a une certaine endurance justement face au manque de sommeil, face au manque justement de temps pour se nourrir.
Même hors Ramadan, je pense que beaucoup de médecins n'ont même pas le temps de déjeuner, par exemple. Donc, en fait, ça ne change pas beaucoup de choses. On dort très peu quand on fait des gardes, on dort très peu pendant les périodes d'examen. Donc, en fait, il y a un vrai entraînement. Je pense qu'on arrive quand même à gérer le mois de Ramadan comme les autres jours. Comme les autres jours, avec autant de vigilance, matin, midi et soir. Oui, puis de toute façon, on ne peut pas se le permettre. C'est on a en face une vie humaine. Donc, une vie humaine, absolument. C'est ça. Ce n'est pas négociable. Absolument. Alors, Madame Diner Sissine, nous avons une question de téléspectateur pour vous qui dit « Est-ce que l'entreprise doit être moins exigeante par rapport à ses employés pendant le mois de Ramadan ?» Ça va vous permettre de résumer un petit peu tout ce que vous avez dit. Oui, effectivement, j'ai envie de dire oui et non. C'est toujours facile de dire oui et non. Mais alors, oui et non, pourquoi ? Parce que l'entreprise va faire une espèce de contrat d'objectifs et de performance qu'elle va adapter on va dire aux contraintes du mois de Ramadan, contraintes physiques, contraintes de rythme de vie, etc. Donc au début, on sait qu'on va réduire les attentes en termes de performance, pas de performance, mais en termes de rythme. De rythme, voilà. C'est ça. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur le rythme, sur les indicateurs, sur les objectifs, on va être intransigeant parce qu'ils ont déjà été adaptés au contexte et aux contraintes du mois de Ramadan. Donc c'est important de faire une mise au point sur les objectifs, sur le rythme, sur toutes ces choses-là. Parce que sinon, on va avoir des tiraillements, parce qu'on est resté sur des exigences d'un rythme soutenu, normal. Normal, et ce n'est pas juste vis-à-vis des employés. Il est normal de réduire les attentes. Vous êtes moins exigeante pendant le mois de Ramadan? Oui. Non, vous êtes chef d'entreprise aussi. Mais par contre, c'est contractualisé. C'est-à-dire qu'on sait d'avance qu'est-ce qu'on attend des uns et des autres. Okay. Une fois qu'on a contractualisé, les attentes en termes de rythme, de qualité, de vigilance restent les mêmes. Alors, il y a un point important aussi, c'est que le mois de Ramadan, à tort ou à raison, mais malheureusement c'est le cas, est lié à une espèce de stress, d'agressivité des fois, etc. Et ça, par contre, on va être très exigeant. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de ramener ses états d'âme. De ramener ses états d'âme au bureau parce qu'on est fumeur, parce qu'on boit du café le matin, etc. Il y a aussi une espèce d'auto-gestion qui est importante au-delà des performances, etc. Donc on va rester quand même exigeant, mais en revoyant le contrat de performance. Merci en tout cas de remettre les choses dans leur contexte. Voilà. Merci beaucoup, Diner Sissine, d'avoir été avec nous. Vous êtes consultante. On reste ensemble pour la suite de l'émission. On va marquer une courte pause et on revient à la rencontre du professeur Wafa McKinsey, notre femme inspirante de cette semaine. À tout de suite. Merci à vous pour votre fidélité. On y va pour cette deuxième partie d'On se dit tout aujourd'hui. Nous avons parlé de baisse de régime professionnel pendant le mois de Ramadan avec Madame Diner Sissine, consultante. Dans quelques instants, nous parlerons de nos reins pendant cette période du jeûne. Mais pour l'heure, place à la femme inspirante de cette semaine. Professeur Wafa McKinsey, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes très discrète, vous travaillez énormément, mais vous êtes très discrète dans les médias. Vous avez accepté l'invitation d'On se dit tout parce que pour nous, c'était important de vous recevoir parce que vous êtes une sommité en matière de rhumatologie au Maroc. Vous avez fait beaucoup pour cette spécialité et vous faites beaucoup pour la collectivité également. Nos équipes sont venues vous rencontrer sur votre lieu de travail. On regarde le reportage et on revient pour en parler. Wafa McKinsey, enseignante en rhumatologie à la faculté de médecine de Casablanca et je travaille au CHU Norocht, bien entendu de la même ville. Alors, mon parcours professionnel a fait l'objet d'un certain nombre de rencontres. La première rencontre, ça a été pour faire médecine à l'occasion d'événements familiaux. Il y a eu justement un médecin qui m'a inspirée pour être médecin. La rhumatologie, ça a été le choix grâce à une enseignante en rhumatologie et je la remercie ici. Et l'enseignement, ça a été également elle, puisque j'avais envie de
travaillé à la faculté de médecine, c'est ce que je continue à faire jusqu'à présent. Le fait de travailler dans un centre hospitalier a fait que je me suis retrouvée confrontée à des patients, confrontée aussi à leurs problématiques, et de ce fait, le travail associatif a été presque inspiré justement de certaines problématiques des patients, et notamment de la difficulté à accéder aux soins, de la difficulté à faire qu'on puisse leur faire certains examens complémentaires. Et l'association a été fondée sur cette base-là, qui est d'ailleurs essentiellement constituée de membres qui sont soit d'anciens patients, soit des parents de patients. Et c'est comme ça que l'association a été montée pour aider ceux qui étaient le plus en difficulté. Nous sommes accompagnés par des gens qui sont en permanence à nos côtés, qui nous aident à acheter des appareils, à acheter bien entendu des traitements. Alors le travail associatif, c'est une découverte extraordinaire parce que c'est tout le côté humain que nous avons et qui nous permet évidemment de faire en sorte que certains patients puissent être pris en charge sans trop de difficultés, puissent être hospitalisés sans trop de difficultés, puissent être explorés, parce que ça aussi c'est coûteux, et puissent être traités. Et de ce fait, nous ne sommes plus confrontés, toute l'équipe, et je dois vraiment remercier toute mon équipe, on n'est plus confrontés à la problématique de dire celui-là peut et celui-là ne peut pas. Ma devise, je le dis toujours, je reprends celle de Barack Obama, Yes we can, c'est-à-dire que si on veut, eh bien on peut. Et c'est vrai que nous, on a prouvé qu'on pouvait, grâce à la volonté de tout un chacun, qu'on pouvait faire avancer les choses. Et deuxième devise qui me tient à cœur, c'est que il n'y a que les batailles qu'on n'entame pas qui sont perdues d'avance. Et je voudrais dire combien ces batailles-là, même si elles vous apportent qu'un petit peu au début, finissent par devenir de grandes batailles et surtout vous permettre d'avancer au quotidien. Alors c'est un appel à tous mes concitoyens, mes collègues bien entendu, aussi bien médecins qu'enseignants, à faire en sorte qu'on puisse faire plus. C'est énormément d'énergie positive de donner et de reçu. Et on espère vraiment que vous ressentez cette énergie positive telle que nous la ressentons en sa présence ici sur le plateau avec le professeur Wafa Mkinsey. En tout cas, pendant le reportage, nous on vous dit tout, hein. On se dit absolument tout, même ce que vous ne voyez pas, on vous le dit. Pendant le reportage, Dina Sissine a été très très inspirée par le professeur Wafa Mkinsey. Vous l'avez félicité. En fait, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Oui, on ne peut pas s'empêcher de le faire et surtout... ça rejoint peut-être des convictions personnelles et ça confirme des choses. Quand on dit une bataille, il faut d'abord la commencer, après on verra. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et je pense qu'une fois qu'on l'a compris, après Yes Weekend. Après Yes Weekend, exactement. Voilà. Je crois que c'est important. Et la première bataille, c'est de se lever le matin, quelle que soit la situation. La situation voilà. Et de démarrer. Ça a l'air basique, mais c'est important. Exactement. Mais alors justement, professeur Wafa Mkinsey, vous vous êtes battu pour avoir un vrai service de rhumatologie au Maroc. Quand vous avez commencé, vous étiez obligé de partager l'espace avec une autre spécialité, la gastro-entérologie, c'est bien ça? Tout à fait. J'avais effectivement 5 lits dans le service de gastro-entérologie, puisqu'il n'y avait pas de service de rhumatologie à l'époque, au CHU de Casablanca. Et donc, ça a été une cohabitation sympathique, il faut dire ce qui est. Bon, évidemment, au bout d'un moment, on s'est senti un peu à l'étroit, puisque la demande, dès que vous créez une spécialité dans un hôpital, tout de suite, ça canalise les patients, bien entendu, et il a fallu agrandir, j'allais dire, le local et surtout augmenter le nombre de lits d'hospitalisation, puisque vous le savez que certains rhumatismes nécessitent véritablement une hospitalisation parce qu'ils sont handicapants, ils sont chroniques et on a besoin de gérer tout cela en milieu hospitalier. Alors, moi, l'impression que j'ai eue en préparant l'interview sur vous, en me documentant, c'est que vous avez créé, on va dire, votre cellule de travail sur la rhumatologie avec beaucoup de bénévoles et presque vous ne dépendez de personne en fait. C'est-à-dire que vous ne comptez sur personne. C'est-à-dire que je crois que quand vous aimez ce que vous faites, en fait, et que vous êtes dans un circuit... Quand vous ne comptez sur personne, vous ne comptez pas sur le ministère de la Santé, par exemple, ou vous comptez sur votre travail. Absolument, et puis sur les idées de toute l'équipe, en fait, parce que je crois que c'est ça, le point de départ. C'est-à-dire que quand vous aimez ce que vous faites, et que vous avez envie, vous vous fixez des objectifs au quotidien, et vous vous dites, si je veux atteindre ça, comment je vais y arriver? Vous passez par l'administration, parce qu'au départ, en fait, c'est ce qu'on fait dans un hôpital, on fait des commandes, etc., mais les délais sont tellement longs, les démarches
démarches sont tellement lentes que finalement vous vous dites bon, ben, comment je vais faire pour arriver là-bas en adoptant le chemin le plus court. Et c'est comme ça que s'est créée l'idée de l'associatif, parce qu'en fait ça nous permet de nous équiper, mais en même temps de répondre à une demande sans trop de distinction selon les moyens des patients, parce que c'est ça le problème. Mais en fait, avec tout ça, vous êtes resté dans le public. Ah oui, mais parce que j'enseigne et que je ne peux absolument pas quitter. J'adore ce que je fais. Donc vraiment, avec les complications, avec les difficultés, avec les freins, avec le peu de moyens, vous êtes toujours dans le public. Ah oui, c'est incontestable. Mais je crois que de toutes les manières, vous voulez que je vous dise comment nous on appelle ça au service? À l'hôpital, nous avons ce qu'on appelle des îlots de bonheur. C'est-à-dire que vous avez des endroits où ça tourne très très bien. Ouais. Et puis à côté, vous avez d'autres endroits où vous dites attendez, je suis où? Je suis dans un hôpital universitaire de plus, et vous avez besoin dans ces cas-là... De la capitale bien sûr, économique. Absolument. Et vous vous dites, c'est là où je forme les futurs médecins, j'ai intérêt à ce que ça se passe mieux que ça. Et ce que je leur dis au quotidien, c'est attention, ce qu'on fait en cours, on le fait en pratique. Et ça, c'est important. Parce que quand vous faites un cours théorique où vous amenez les dernières nouveautés et où dans votre service, vous ne pouvez pas les montrer, ça ne sert à rien. Alors du coup, c'est important que vous puissiez... Mais comment vous faites pour tenir justement ce cap? Ah, écoutez, c'est la motivation. Enfin, encore une fois, moi, j'adore ce que je fais. Et je peux vous dire que je rencontre, et c'est pour ça que j'ai parlé de rencontre tout à l'heure, je pense qu'il y a des patients extraordinaires. Moi, je pense que mes patients, je pense que Mme Haraqi ne dira pas le contraire, les patients vous donnent des leçons de vie. Pourquoi? Parce que vous en rencontrez des différents chaque jour qui ont un courage face à leur maladie, mais nous, vous vous rendez compte, moi, je suis là pourquoi? Je suis là, en fait, pour distribuer, quelque part, ouvrir l'horizon aux patients, distribuer de l'espoir. Comme je dis toujours, on est des distributeurs d'espoir, les médecins. On distribue des soins, certes, mais on a aussi le devoir de distribuer de l'espoir et donc de permettre aux gens d'avancer. J'accompagne quelqu'un et je suis ravie de pouvoir ensuite passer à un autre pour l'accompagner un peu plus loin et ainsi de suite. Non, c'est important. Mais pourquoi je vous pose cette question par rapport au public? C'est parce que beaucoup de médecins, et je ne fustige personne bien sûr, mais c'est la réalité peut-être encore plus dans la nouvelle génération, et c'est peut-être le moment aussi pour vous d'être encore plus une source d'inspiration pour les jeunes médecins. Beaucoup n'ont pas confiance dans le secteur public et beaucoup se plaignent des conditions de travail dans le secteur public de santé. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Je pense qu'il y a incontestablement dans le service public actuellement des problèmes de conditions de travail, de moyens de travail, c'est vrai, et que toutes les équipes, tout de même, comprennent des gens, certes, qui ont démissionné, mais des gens qui se battent encore. Et je crois que ça, il faut le dire et le redire, il y a des gens qui travaillent très très bien. Et je peux vous assurer que peut-être même qu'ils sont, sinon aussi nombreux que ceux qui ont démissionné, ils sont peut-être même plus nombreux que ceux qui ont démissionné. Et ça, je pense que si on faisait une audite, comme je leur dis au quotidien, si on faisait une audite, on se rendrait compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Il y a quelque chose qui est indéniable au CHU, c'est que, si vous voulez, le poids des soins est énorme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore su, au niveau de la santé, distribuer les tâches en fonction du niveau des hôpitaux. C'est-à-dire que vous avez des hôpitaux qui doivent rendre des services précis. C'est véritablement en niveau primaire, secondaire, comme ça se définit et ça se déroule ainsi dans les pays développés. Chez nous, les tâches ne sont pas distribuées, ce qui fait que le CHU est surchargé des fois de soins qui, au fond, peuvent être faits dans un hôpital périphérique. Mais vous ne pouvez pas non plus, devant la demande d'un patient, lui dire « écoutez, allez à tel hôpital parce que vous êtes sûr que pour arriver à avoir son rendez-vous, le circuit, etc. » Ce qui fait que vous faites un peu de tout. C'est ça. Vous voulez intervenir, Rim ? Oui, je voulais dire que le médecin, c'est avant tout un être humain. Il faut pas oublier ça. Donc le médecin, c'est un être humain, il faut garder ce côté humain. Donc l'humanité, c'est très important. Donc qu'on soit dans le public ou dans le privé, le médecin, il a un rôle social. C'est ça, un rôle social. C'est un rôle social et on le fait tous les jours. On donne des conseils, on aide.
On fait des émissions. Oui, on fait C'est des social émissions. aussi, c'est prendre de votre temps pour venir partager de l'information de façon bénévole, en fait. Exactement. C'est ça. Alors justement, le combat social, c'est votre combat à vous. Vous vous êtes approprié ça pleinement à travers l'association. Si quelqu'un veut aider, comment c'est possible, professeur? Alors franchement, on a un secrétariat qui est quasiment situé au service, mais on a aussi un bureau à l'extérieur. Et sincèrement, les gens se présentent. Il y a beaucoup de gens qui le font en toute abnégation. Moi, il y a des patients qui passent amener du matériel, il y en a même qui amènent, vous savez, des petits appareils, parce que nous travaillons beaucoup avec des aides fonctionnelles, par exemple des cannes, des béquilles, etc. Les gens amènent. On a eu un lot de fauteuils roulants il n'y a pas longtemps. Pour certains rhumatisants, c'est une aide inestimable. Mais comment ça se fait que ça marche aussi bien? Parce qu'on entend beaucoup d'autres spécialités se plaindre du manque de moyens, de subventions, d'aide de la société civile. Or, on a l'impression que votre association fonctionne grâce à la société civile. Écoutez, c'est vraiment une histoire de rencontre patient-médecin. Je pense qu'il faut soigner. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de soigner les patients à peu près au même niveau. Et c'est vrai que Casablanca a la chance de disposer d'une société civile qui est très active et qu'il suffit juste de mobiliser. Je ne pense pas qu'il y ait... franchement, il y a d'autres services qui sont dans la même situation et qui ont des associations qui fonctionnent très très bien aussi, qui les équipent, qui les aident au quotidien pour les médicaments. Je pense que la mienne fonctionne aussi bien que d'autres associations. Je ne crois pas qu'elle en ait plus que d'autres, mais c'est vrai que c'est un investissement quand même. Mais est-ce que ça encourage... Et en énergie. Et en énergie, absolument. Est-ce que ça encourage l'administration à moins vous apporter son aide? Le fait que vous soyez quasi autonome? Écoutez, probablement qu'elle nous considère un peu comme un service privilégié ou comme des services privilégiés, puisqu'il y en a plusieurs, mais c'est sûr qu'elle continue quand même à nous aider, à nous fournir, puisqu'on défend certaines thérapeutiques, et je peux vous dire que certaines thérapeutiques sont très très chères en rhumatologie, de l'ordre de ce qui se fait en oncologie. Pour la polyarthrite notamment? Absolument. Et l'administration fait un effort énorme, pour incontestable. Les soins. Merci beaucoup, professeur Kinsey Wafa. On a quand même des questions de téléspectateurs. Ashraf qui vous dit, qu'est-ce qui a motivé votre engagement associatif pour la lutte contre les rhumatismes? Eh bien, je vais vous dire, c'est quand vous voyez la souffrance de vos patients. Et je pense que quand je disais on est des distributeurs d'espoir, c'est que vous voyez à côté de cette souffrance qu'il y a ailleurs des thérapeutiques qui permettent à ces patients de ne pas être déformés, parce que c'est ça le nœud en fait, de la chose, c'est que vous avez des rhumatismes qui pour certains, pas la polyarthrite rhumatoïde, mais les spondylarthrites, touchent des jeunes, c'est-à-dire avant 35 ans. Et que vous voyez arriver, et je peux vous assurer qu'on voit arriver des jeunes qui sont complètement bloqués, donc qui arrêtent leurs études, qui ne peuvent pas avoir un poste de travail. Et vous vous dites, mais bon Dieu, comment je vais faire pour pouvoir les aider et faire au mieux? Les aider ou faire au mieux, c'est faire appel à des thérapeutiques qui, ailleurs, permettent aux patients de ne plus voir de déformation. Et vous avez des polyarthritiques, si vous les voyez maintenant, ils ont des mains, des membres comme vous et moi. Et je pense que c'était extrêmement important de pouvoir le faire par ce biais-là. Parce que, qu'est-ce que vous attendez quand vous êtes médecin? En fait, c'est le résultat chez le patient. Moi, quand le patient va bien, ah mon Dieu, c'est fini, ça y est, je suis tranquille, je pars chez moi, je suis quand même, je peux dormir tranquille. Avant, on avait des patients qui venaient vous dire « je n'ai pas de quoi payer les analyses, je n'ai pas de quoi acheter mon traitement ». Ah écoutez, mais c'est terrible, vous partez chez vous, vous dites « mais comment je vais faire ?» Alors vous appelez des laboratoires qui vous amènent des médicaments, mais vous ne pouvez pas faire ça ad vitam aeternam. Vous avez besoin de quelque chose qui soit structuré, qui vous permette d'aller vite, parce que ça aussi c'est important. Et puis ensuite, ça y est, la prise en charge est faite. Alors dernière question, comment peut-on bénéficier de l'aide que procure votre association? C'est juste sur inscription. Vraiment, ça ne pose aucun problème. Nous avons un système qui est bien rodé. Nous avons des assistantes sociales qui font des enquêtes à domicile. Et je leur dois une fière chandelle parce qu'elles se déplacent jusque dans des contrées très éloignées, voire même dans des quartiers où elles n'arrivent pas toujours à trouver les domiciles, mais on finit toujours par le faire. Et elles évaluent en fait l'aide à donner. Et sur la base de cela, ça nous permet vraiment d'atteindre les bonnes personnes. Voilà, c'est tout simple. Eh bien, bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bravo pour votre travail, professeur Wafa Mkinsi. On vous souhaite encore
beaucoup de courage et une belle route à venir. Allez, on reste ensemble, on continue à parler santé, mais cette fois-ci, on va au niveau des reins. À tout de suite. Et la santé de nos reins pendant le mois de Ramadan, c'est tout de suite et c'est avec vous, Dr Rim Harraqi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes néphrologue. Alors, on va essayer d'abord de comprendre quel est le rôle des reins avec cette animation préparée par nos néphrologues à domicile. Non, pas du tout. Par l'équipe. Mais vous allez vérifier si on est de bons néphrologues ou pas. On va noter, on regarde. Même si nous avons 2 reins, nous pouvons vivre avec seulement un. Mais quel est leur rôle ? Sous forme de gros haricots rouges, les reins se situent au niveau des fosses lombaires. Ils assurent 4 fonctions vitales à notre organisme. Ils filtrent le sang en éliminant les déchets et les toxines. Ils maintiennent l'équilibre des minéraux tels que le sodium et le potassium. Les reins permettent à l'organisme d'équilibrer la quantité d'eau qui lui est nécessaire. Et enfin, ils produisent des hormones qui contribuent à réguler la tension artérielle, à produire des globules rouges et à maîtriser le taux de calcium dans l'organisme. Il faut savoir que la majorité des maladies rénales se développent sans aucun symptôme visible. Seules des analyses permettent de savoir si vos reins vont bien. Parlez-en avec votre médecin. Donc on l'a bien compris, en fait, les reins ne font pas parler d'eux avant que ça se passe mal. On va directement aller au jeûne et au mois de Ramadan. Certaines pathologies empêchent quand même le jeûne, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça dépend bien sûr du type de maladie rénale. On ne va pas généraliser et dire que toutes les maladies rénales, il ne faut pas jeûner. Non, ce n'est pas vrai. Donc, tout d'abord, on pourrait parler de l'insuffisance rénale, puisque c'est ce que tout le monde connaît un petit peu. Il y en a 2 types. Il y a l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Aiguë, ça veut dire moins de 3 mois. En général, là, il faut éviter de jeûner. Okay. Parce que, si ça s'est déclenché il y a 3 mois. Oui, moins de 3 mois. Parce qu'en fait, le corps ne s'est pas encore habitué à cette insuffisance rénale et elle a des conséquences et des complications qui peuvent être mortelles. Et donc, jeûner, ça va rajouter un facteur supplémentaire qui est la déshydratation, parce qu'on ne va pas boire pendant la journée, etc., une déshydratation relative. Et ça va aggraver cette insuffisance rénale. Okay. Maintenant, quand il s'agit d'une insuffisance rénale chronique, il y a 2 types là aussi. Si elle est modérée, stable, contrôlée par des médicaments ou contrôlée par un régime, etc., depuis pas mal d'années, bon, à la limite, on peut jeûner. Et puis à ce moment-là, c'est à l'appréciation du médecin, toujours bien sûr en discussion avec le patient, parce qu'il faut savoir que le médecin ne peut rien imposer à son patient, et surtout dans un domaine aussi sensible, un sujet aussi sensible que le jeûne. Bien sûr. Donc là, il faudra contrôler la fonction rénale, ce qu'on appelle un monitoring de la fonction rénale, avant le ramadan, pendant et après, et bien sûr veiller à faire attention aux moindres symptômes qui pourraient apparaître. Maintenant, si l'insuffisance rénale est avancée, donc c'est-à-dire qu'on se rapproche du stade où on va avoir besoin d'un traitement de suppléance, donc dialyse ou transplantation, à ce moment-là, bien sûr, il ne faut pas jeûner parce que la santé du rein, ce qui reste de la santé du rein, il faut la préserver. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir, justement, pour garder la partie fonctionnelle de nos reins. Il n'est pas question d'envoyer des patients en dialyse juste parce qu'ils ont eu envie de jeûner, par exemple, alors que c'était complètement contre-indiqué. Alors, OK. On sait que le jeûne est bon pour la santé et il y a aussi le jeûne thérapeutique, même en dehors de la religion. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pendant cette période de Ramadan, certains vont faire des coliques néphrétiques? Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pendant la journée... Alors qu'ils n'avaient rien, en fait, visiblement rien, avant. Oui, mais alors pendant la journée, on ne va pas boire. C'est ça. Donc, et puis, s'il fait chaud, on va se déshydrater. Donc, c'est-à-dire qu'on va suer, donc il y aura des pertes hydriques. Ces pertes hydriques ne vont pas être compensées, donc on tombe dans un état de déshydratation relative. Ça veut dire que le volume des urines va diminuer, donc les urines vont être plus concentrées. Qui dit plus concentrées, c'est-à-dire en fait lourdes, denses, et elles vont se concentrer en certaines substances qu'on appelle des substances lithogènes, c'est-à-dire des substances qui calcifient, enfin qui cristallisent, qui forment des calculs. Okay. Et donc, ça va favoriser justement la survenue de ces calculs. Et les calculs, le symptôme d'un calcul rénal, en fonction de son emplacement et de sa taille, c'est la colique néphrétique, c'est-à-dire cette douleur typique qui montre que justement il y a un souci au niveau rénal. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut beaucoup boire après la rupture du jeûne. Exactement. Mais vous, en tant que néphrologue, pour vous, la rupture du jeûne efficace pour les reins, c'est d'abord de l'eau ou d'abord de l'aliment, date ou aliment solide et ensuite hydratation?
Bien sûr, il faudrait manger quelque chose parce que déjà sur un estomac vide, boire de l'eau directement, je pense pas que je pense pas que consomme de l'eau directement avec l'appel à la prière. Non, pas forcément. De l'eau ou du lait, ou enfin un liquide. Un liquide. De toute façon, notre repas de rupture du jeûne habituel, il est extraordinaire. Mais je dis habituel, c'est-à-dire pas dans les excès. Donc, comme il a été, on va dire, culturellement introduit depuis le départ, c'est-à-dire les dattes, le lait, etc., ben c'est très bien. Après, bien sûr, actuellement, les repas de rupture du jeûne, c'est l'opulence à volonté. Donc là, c'est autre chose. Là, il y a certains aliments qui vont favoriser justement les lithiases et favoriser les coliques néphrétiques, parce que les coliques néphrétiques, comme je l'ai dit, donc c'est l'expression de la lithiase, du calcul rénal. Majoritairement, ces calculs rénaux, ben, ils sont à base de phosphate de calcium, d'oxalate de calcium, d'acide urique. Et ça veut dire trop de protéines? Trop de protéines, oui, pour l'acide urique, notamment les protéines animales, les abats, les sardines, les crustacés, ce que les gens mangent beaucoup au moment de la rupture du jeûne. Et puis aussi les aliments à base d'oxalate, par exemple les fruits secs, le chocolat. Bon, on va en manger moins pendant le mois de Ramadan, c'est vrai. Mais les fruits secs, on en mange beaucoup. Oui, les fruits secs, oui. Les épinards. Je pensais que c'était bon pour la santé. Oui, c'est très bon pour la santé. Mais c'est pas bon pour les reins. De toute façon, trop d'une chose n'est jamais bon. Tout est bon, mais tant qu'on ne tombe pas dans l'excès. L'excès dans toute chose, ben, c'est inversement proportionnel. C'est ça. Alors, autre chose, par rapport à ça, justement, la quantité d'eau, on dit 2,5 litres. Oui. C'est beaucoup, 2,5 litres. On n'a pas le temps de boire 2,5 litres. Et ensuite de bien dormir, parce que 2,5 litres, je peux vous assurer que ça vous envoie. ça vous donne un billet aller-retour gratuit aux toilettes plusieurs fois dans la nuit. Donc, comment trouver son rythme? Enfin, comment s'hydrater et bien dormir et respecter tout ça? Ça vous fait rire, non mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que lorsque la période entre la rupture du jeûne et le suhoor est courte, c'est un peu difficile. Mais 2,5 litres, il faut savoir que ce n'est pas juste de l'eau. Donc il y a aussi les jus, il y a aussi le café. Le café, exactement. Oui. Alors après, le café, pendant le mois de Ramadan, c'est vrai qu'il ne faut pas en boire beaucoup, ni le thé d'ailleurs, parce que justement, d'abord parce que ça donne de l'insomnie, et puis même pour les reins, ce n'est pas très bon. Donc oui, ce n'est pas seulement l'eau, c'est un ensemble de boissons, et puis les fruits contiennent de l'eau également. Donc quand on dit 2,5 litres, c'est un total. C'est pas 2,5 litres pas uniquement. 2,5 litres. Voilà. Après, il y a des maladies où même si on boit 2,5 litres entre la période de Maghrib, c'est-à-dire la rupture du jeûne et le suhoor, ben, c'est pas suffisant. Et pourquoi? Parce que pendant la journée, les urines vont de toute façon se concentrer et c'est pas bon. Et c'est chez ces personnes-là que justement on demande de ne pas jeûner, on proscrit le jeûne. Justement, les personnes qui ont des néphropathies, par exemple, avec perte de sel, donc ils vont perdre énormément de sel dans les urines au cours de la journée. Qui dit perte de sel dit également perte d'eau, parce que le sel s'accompagne d'eau. Il a ce qu'on appelle un pouvoir osmotique, donc il attire l'eau, et donc ils vont tomber dans la déshydratation. Donc, Professeur McKinsey? Oui, je pense que ça rejoint tout à fait cela, mais je crois aussi que ce qui est important au-delà de tout, c'est que tout soit équilibré en fait, parce que l'alimentation dont elle a parlé et l'opulence en particulier, je ne sais pas si vous le savez, moi je rapporte cette anecdote parce qu'elle est quand même importante. Vous avez des gens actuellement qui vous disent je consomme 7 à 9 dattes, je sais pas, et 7 dattes c'est un nombre pour des raisons qu'on connaît, mais et c'est énorme quand on voit ce qui se passe à côté, c'est-à-dire il y a les dates et puis il y a tout le reste. Et quand vous voyez ces tablées de Ramadan qui sont pleines à n'en plus finir, vous vous rendez compte aisément que d'abord les gens, ça va retentir sur leur sommeil et d'avoir trop d'aliments et du coup, vous voyez la suite, quoi, la journée qui 7 à 9 dates, c'est beaucoup de calories quand même. C'est énorme, et puis même en quantité non seulement de sucre, mais en plus de potassium, bien sûr. Le potassium est mauvais pour la santé? En excès. Enfin, oui. Le potassium, il y a des valeurs normales qu'il faut respecter. On en a besoin, le potassium. Le potassium, c'est un petit peu le moteur de nos muscles, on va dire. Mais bien sûr, toute chose dans son excès est mauvaise. Et donc, particulièrement, justement, chez les gens qui ont l'insuffisance rénale. Parce que les personnes qui ont l'insuffisance rénale, soit elles n'urinent pas, ou presque pas, soit elles urinent, ce qu'on appelle ça, elles urinent inefficaces, c'est-à-dire qu'elles n'éliminent pas le potassium. Et bien sûr, quand le taux de potassium augmente dans le sang, à ce moment-là, il y a un risque même de mort subite, c'est-à-dire que de mort subite, de mort, parce que ça va entraîner des complications cardiaques. Dina, une question par rapport au café?
Non, alors moi je me posais une question surtout par rapport à la gestion des médicaments pendant le mois de Ramadan. On en parlait tout à l'heure en off. Je pense que c'est quelque chose quand même de difficile pour les patients de dire bon ben je dois prendre 3 fois par jour, est-ce que je concentre ça? Et je me posais la question comment vous gérez ça en tant que médecin? C'est quand même compliqué. Ben alors encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a des médicaments pour lesquels il faut respecter un intervalle libre de 8 heures ou de 12 heures et dont la prise est primordiale. Donc à ce moment-là, c'est vrai que il faudrait conseiller de ne pas jeûner. Et il y a d'autres médicaments dont on peut différer la prise ou adapter la prise au mois de Ramadan, soit au niveau de la rupture du jeûne, soit au niveau du suhoor. Par exemple, les corticoïdes, on peut les prendre aisément au moment du suhoor, et Madame McKinsey, je pense, va confirmer. Et puis d'ailleurs, il faudrait éviter de les prendre le soir parce que justement, ils vont entraîner l'insomnie dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut adapter. Il faut adapter. Et puis c'est toujours du cas par cas, c'est toujours une discussion entre le médecin et le malade parce que comme je le disais, on n'impose rien au malade et la décision finale, elle lui appartient sur un sujet très sensible. Mais vos relais d'information, c'est qui? C'est les pharmaciens aussi? Mais par rapport justement à la prise de médicaments. La prise de médicaments. L'adaptation de l'ordonnance. Je pense que beaucoup plus les médecins, parce que je crains. C'est vrai qu'au niveau des consultations, nous, on voit, dès que Ramadan approche, on a cette question à 1 mois à l'avance. Est-ce que je vais continuer? Je peux prendre mes médicaments le soir? L'espacement des prises est important, c'est-à-dire que si vous avez des médicaments avec un espace, comme a évoqué Mme Haraki, il faut éviter, bien entendu. Mais pour les corticoïdes, tout dépend de l'heure du suhoor. Parce que je ne peux pas prendre des corticoïdes, or certains malades en ont besoin tous les matins, je ne peux pas les leur donner si l'heure du suhoor est trop précoce ou si ces gens-là ne se réveillent pas le matin. Et du coup, vous allez avoir des rhumatismes notamment, ou des maladies quand même beaucoup plus sévères qui sont des maladies systémiques qui vont être complètement perturbées par le changement d'horaire de prise de corticoïdes. C'est ça. Alors, on va prendre une seule question de téléspectateur, c'est Smaïl qui vous dit « Je ressens des douleurs atroces au rein après le ftour, y a-t-il un lien ?» Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune homme? D'abord, il faut 35 ans, Smaïl. D'accord, il faut définir la douleur au rein, parce que souvent, les gens croient qu'ils ont mal au rein, mais en fait, ce n'est pas du tout les reins. Donc, les reins, c'est vraiment, on va dire, sous les côtes. Et les gens, souvent, décrivent une douleur beaucoup plus basse en pensant que c'est les reins. Donc, soit c'est une douleur qui est justement localisée, soit c'est une douleur qui va irradier vers les organes génitaux externes, donc justement la colique néphrétique dont on parlait tout à l'heure. Oui, il peut y avoir un lien, mais encore une fois, il faudrait définir le type de douleur et s'assurer que c'est bien une douleur d'origine rénale. D'accord, mais quand vous dites que c'est une douleur un peu plus bas, c'est dû à quoi la douleur qui... Ça peut être dû à énormément de choses, ça dépendra à ce moment-là de l'interrogatoire. Je ne peux pas poser la question comme ça à un médecin, c'est vrai. On est souvent concernés. Voilà, ils sont souvent concernés. Les lombalgies, c'est notre domaine. Oui, complètement. Et le café, au final, on prend ou on ne prend pas? Elle revient. Mon obsession. On prend, mais avec modération. De toute façon, Ramadan ou pas Ramadan, pour les reins, le café, il faudrait ne pas dépasser idéalement 3 tasses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Descendre à... À 3, apparemment, non? 2 après, ça dépend. Est-ce que c'est 3 tasses comme ça ou 3 tasses comme ça? Allongé, ça va. Et puis, sûrement, le diluer. Je crois qu'il y a un bon conseil à donner aux patients, et aux personnes de manière générale, c'est diluer le café à l'approche du Ramadan. C'est-à-dire, quand vous en prenez beaucoup, c'est le cas de beaucoup de gens, diluer et au maximum pour arriver à quelque chose de très léger et qui, finalement, ne perturbe pas trop votre sommeil. C'est ça, c'est vrai. Merci beaucoup, mesdames. Merci toute cette belle énergie, pour autant d'échanges et de partage et pour autant de convivialité de votre part. Je vous remercie énormément, Dina Hsissine, consultante, professeur Wafa McKinsey, notre femme inspirante de cette semaine, et Dr Rim Haraki, néphrologue. Merci à toutes, mesdames, merci beaucoup. Un plateau féminin, on ne le fait pas exprès, mais on adore ça dans l'émission. Au revoir, à très très vite, merci.